40% des jeunes qui mettent la religion, la charia, au-dessus des lois de la République. Et ce 74% des moins de 25 ans ? C'était plus de 50% des personnes musulmanes en France plaçaient la charia au-dessus des lois de la République. Les 3/4 des jeunes musulmans plaçaient les valeurs de l'islam. Donc quand on a ce genre de données qui sont faites par des fondations extrêmement sérieuses. Extrêmement sérieuses, vraiment. Ici, Valérie Boyer, députée Les Républicains, elle était sur le plateau de France Info afin d'intervenir notamment autour de la question de l'islam. L'enquête dont elle parle, elle est sortie en septembre 2019 et elle affirmait que 27% des Français, et non pas 50 comme elle le disait, étaient d'accord avec le fait qu'en France, la loi islamique, la charia, devait s'imposer sur les lois de la République. Dans le même genre, on parle beaucoup d'une autre enquête en ce moment, regardez. 74% des jeunes musulmans de moins de 25 ans. Donc c'est 3 sur 4 déclarent faire passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République. Alors ça c'est terrifiant. Depuis une semaine, c'est de la folie. Ça sort des chiffres à tour de bras. Ce qu'on va faire, c'est essayer de les expliquer, de comprendre d'où ils viennent et comment ils ont été construits. Accrochez-vous, ça va être rigolo. Et c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Le premier truc à faire quand on est face à des données statistiques, c'est déjà d'aller les vérifier, à la source. Et puis de regarder quelle méthode a été utilisée pour les produire. Ces informations, on les trouve dans les rapports d'enquête. Pour l'IFOP, c'est assez facile à trouver, ils sont téléchargeables gratuitement sur leur site. Alors voilà, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien déjà, ça nous donne la taille des échantillons. 1012 personnes pour celui de 2019 et 1535, dont 525 musulmans pour celui de 2020. Et donc selon l'IFOP, ces deux échantillons sont représentatifs. C'est-à-dire que leur situation reflète fidèlement celle des 5 millions de musulmans de France. Ça nous dit aussi que la première enquête a été réalisée par téléphone, pourquoi pas, et que la deuxième s'est faite sur Internet. Ok. Bon, alors là, vous devez être en train de vous dire, mais c'est quoi ce bordel ? À quel moment ils ont interrogé 0,01% des musulmans et ils disent que c'est représentatif ? Ils précisent dans leur rapport que la représentativité de leur échantillon, elle est assurée grâce à la méthode des quotas qu'ils ont utilisés. Elle doit vraiment être infaillible, cette méthode des quotas, parce que là, le gouvernement, il est quand même en train d'organiser des conseils de défense et de se préparer à une guerre civile, donc ils ont plutôt intérêt à être solides, ces chiffres. La méthode des quotas, il y a un administrateur d'Ipsos qui l'explique assez bien dans un document du CNAM, et vous allez voir, cette méthode, c'est une pépite. C'est tellement bancal que c'en est incroyable. Le principe du truc, c'est qu'il faut que les caractéristiques sociales des gens qui répondent à l'enquête correspondent à celles de la population générale. Genre, dans la population musulmane, il y a 55% de gens en CDD, 13% en CDI, 10% chefs d'entreprise, et il faut que dans les 1012 personnes de l'enquête IFOP, ces proportions soient respectées. Ils prennent aussi en compte la proportion homme-femme, l'âge, et la taille de la ville dans laquelle vous habitez, mais en gros c'est tout. Et à partir de là, ils supposent, et je dis bien ils supposent, que les autres caractéristiques des 1012 personnes interrogées valent pour l'ensemble de la population. En gros, ils font au calme l'hypothèse que ton métier, ton sexe et la taille de la ville dans laquelle tu habites déterminent à 100% tes convictions, tes orientations politiques, ton rapport à la religion, enfin toute ta vie quoi. Même nous, alors qu'on est les pires marxistes de la Terre, on n'aurait pas osé. Et attendez, c'est pas fini. Toujours selon Ipsos, donc selon les sondeurs eux-mêmes, la précision des estimateurs par quota n'est pas calculable. Donc on peut juste rien vérifier. Et le meilleur, ils choisissent la taille de leur échantillon complètement à la zeub. Non mais regardez ce qu'ils disent. Donner un seuil de taille d'échantillon est impossible, mais en pratique, on tire volontiers par quota les échantillons dont la taille est inférieure ou égale à 1000. Voilà. Donc ils ont pris 1012 personnes parce qu'ils le sentaient bien. Là, ils supposent que c'est représentatif sans pouvoir le prouver parce que juste, c'est pas possible. En gros, les mecs, ils en ont rien à foutre de rien. Et après, ils viennent nous dire que les résultats sont assurés. Et justement, parlons-en de ces résultats. Leur méthode est méga nulle, mais on va faire comme si ça allait à peu près. Et on va regarder le résultat qu'ils nous présentent. On va commencer par ce qui terrifie Pascal Pro, ces deux petits graphiques là. Et on y voit que 17% des personnes enquêtées font passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République et que cette part atteint 40% lorsqu'on considère seulement les musulmans. Et effectivement, 74% dans le cas des musulmans de moins de 25 ans. Voilà, donc ça c'est les résultats bruts,
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, déjà, il y a la question en elle-même, dont la compréhension ne va pas de soi. Je veux dire, autant les convictions religieuses, ça va, je vois à peu près ce que c'est, autant les valeurs de la République, je sais pas. Que quelqu'un m'éclaire, mais liberté, égalité, fraternité, j'ai comme un doute. Le minimum, quand on compare des trucs, c'est que tout le monde soit d'accord sur ce que c'est, sinon, ça sert à rien en fait. Derrière les résultats, il y a aussi les possibilités de réponse. Là, l'IFOP propose que oui ou non. Genre, les gens sont obligés de placer l'un au-dessus de l'autre, et ça c'est débile. D'abord parce qu'il y a peut-être des gens qui voulaient répondre autre chose, genre je m'en fous, et ensuite parce que ça entre complètement en contradiction avec le principe de laïcité qui justement les sépare. Mais non, l'IFOP il oblige les gens à hiérarchiser convictions religieuses et valeurs de la République, et après ça vient crier au séparatisme qu'ils ont eux-mêmes construit. Normal. Bon ensuite il y a ces 74% de moins de 25 ans, je sais même plus quoi dire tellement c'est débile. Alors reprenons, L'enquête interroge 515 musulmans, parmi eux il y a 21% de moins de 25 ans, ça fait 108 gamins qui ont répondu sur internet. Voilà, juste, calmez-vous. Et dernière chose, les musulmans c'est 5-6% de la population française, là on est à 17, donc au final il y a plus de cathos que de musulmans qui font passer leur religion avant la République. Et au pire on s'en fout, moi je fais bien passer les valeurs de la bière avant celles de la République. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce point-là, j'espère que Pascal Praud est rassuré. Maintenant, on va s'intéresser à cette histoire de charia, sans tout mélanger. Alors du coup, ça vient de l'autre enquête dont on a parlé tout à l'heure, celle de 2019, qui interroge par téléphone 1012 personnes se déclarant musulmanes. À un moment, ils leur ont présenté une liste de phrases, et ils ont demandé aux enquêtés à quel point ils étaient d'accord avec. C'est la dernière de ces phrases qui nous intéresse. En France, la loi islamique, la charia, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. 12% sont tout à fait d'accord, 15% plutôt d'accord, 65% pas d'accord. Au moins cette fois-ci on leur laisse une troisième possibilité, puisque 8% des gens, soit 81 personnes, ont choisi de ne pas répondre à cette question qui manifestement ne les intéressait pas. Encore une fois, il y a pas mal de choses à dire, déjà en termes d'effectifs, depuis quand l'avis de 251 personnes interrogées par téléphone représente quoi que ce soit. Et regardez les phrases qui leur sont proposées juste avant. Il y a trop d'inégalités sociales en France, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, il y a trop d'immigrés en France, on ne se sent plus en sécurité nulle part. Enfin, c'est juste une énumération des échecs politiques des lois de la République, et après ça, on leur demande s'ils préféreraient pas la loi islamique. Non mais les mecs sont juste à deux doigts de leur demander s'ils préféreraient pas un imam à Emmanuel Macron en rajoutant « À votre avis, est-ce que ça pourrait être pire ?» Le problème de tout ça, finalement, on le voit bien, c'est que ces résultats n'ont pas de valeur scientifique. Il n'y a rien qui va. Rien du tout. Tant dans la méthode que dans les résultats. Mais finalement, pour ceux qui les utilisent, ou qui les reçoivent sans trop se poser de questions, ça importe peu. Les chiffres sont instrumentalisés, tronqués, modifiés à la convenance de ceux qui les emploient. Ce qui compte après tout, c'est ce qu'ils vont créer derrière, c'est ce qu'ils vont construire, ce qu'ils vont instaurer. Parce que l'usage de ces chiffres, il est avant tout performatif, c'est-à-dire qu'il va produire des effets concrets. Ce sont des outils idéologiques, des instruments qui viennent ouvrir et renforcer un discours bien particulier. Un discours qui dénonce la montée d'une menace islamiste en France, qui alerte sur la radicalisation des pratiques et sur le danger que ça représente pour l'ensemble des citoyens de la République. Un discours qui crée un ennemi afin de légitimer toutes les mesures sécuritaires à venir. Et ça va aussi de pair avec tout un lexique bien particulier utilisé par le pouvoir public, celui de la guerre, de la menace. Ce sont autant de mots qu'on entend 24 heures sur 24 dans la sphère médiatique. Ce samedi 24 octobre, le siège du Parti communiste à Paris a été tagué « Collabo ». Ça peut que faire froid dans le dos quand on se souvient des dizaines de milliers de communistes qui ont été exécutés pour avoir résisté au nazisme et au pétainisme. Ces mots ne sont pas seulement vides de sens, ils sont aussi une injure en plus d'être une aberration historique. Et il est difficile de ne pas voir une filiation entre la rhétorique de l'islamo-gauchisme qu'on entend aujourd'hui et celle du judéo-bolchevisme qu'on entendait alors. L'extrême droite aura beau s'imaginer résistante, elle restera toujours celle qui a collaboré. Et une fois que cette rhétorique elle est installée et banalisée, du coup c'est super facile de faire passer à peu près tout et n'importe quoi. Ça choque déjà plus personne qu'on dise que la seule manière de lutter contre le terrorisme islamiste ça passe par une abolition de l'état de droit. Ou bien qu'on démantèle des associations qui luttent contre les discriminations. Les limites et les défaillances du système capitaliste sont plus palpables aujourd'hui que jamais. Et on est plongé dans une crise économique, politique et sociale totale. Parler de la menace islamiste, en jouant sur cette rhétorique de peur et de guerre, constitue pour eux une
diversion parfaite. Tout pousse à nous plonger dans un climat de guerre, mais on n'est pas en guerre. Pour lutter contre le terrorisme, on a les services de renseignement, ils servent à ça, ils sont faits pour ça. Accepter cette grammaire guerrière, c'est les laisser gagner. Laisser gagner les quelques tarés fanatiques qui ont commis cet acte odieux, et tous ceux qui pointent du doigt l'islam comme ennemi à abattre. Il était impensable de finir cette vidéo sans rendre hommage à Samuel Paty, et d'adresser toutes nos pensées à ses proches. Malgré l'horreur que nous ressentons face à un tel acte, nous nous devons de dénoncer la récupération politique dont l'assassinat de Samuel Paty fait l'objet. Cette récupération, pratiquée par celles et ceux qui n'ont habituellement pas de mots assez durs pour exprimer leur haine des profs, et n'ont de cesse de les abandonner face à leur détresse, ne peut susciter que du dégoût. La liberté d'expression des enseignants, au nom de laquelle il a été tué, n'est pas menacée que par le terrorisme islamiste. Les réformes Blanquer, qui ont fait l'objet de plusieurs grèves, tendaient aussi à la restreindre. Mais au-delà, c'est une volonté guerrière, sécuritaire et islamophobe qui se déploie en son nom. Et face à cet imaginaire fasciste qui remet en question l'état de droit, il est plus que nécessaire pour la gauche de prendre ses responsabilités et de lui opposer un imaginaire social, antiraciste, féministe et écologiste qui ne s'obtiendra que par la lutte. Aujourd'hui, les forces de droite et d'extrême droite s'acharnent sur les habitants des quartiers délaissés socialement par la République. Elles mentent sur la nature de nos voisins. Elles veulent criminaliser leurs convictions. Sur CNews, ils en sont à parler militarisation, bagne et déportation. Leur vision des services publics, elle est si pauvre qu'on peut légitimement penser qu'ils cherchent à les éradiquer au nom d'une vision totalitaire, nationaliste et populiste. Car oui, le danger fasciste est réel. Il occupe nos médias, s'aventure et il frappe dans nos rues. Il pourrait bientôt être à l'Élysée. Préparez-vous, car le temps d'un front populaire a sonné.